Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré dans une entreprise française de lunetterie avec Hugo Di Stefano, designer industriel chez Bollé. Hugo nous parle de l'organisation du design chez Bollé, de la volonté de l'entreprise depuis 4 ans de redonner du souffle à la marque en intégrant l'équipe design et marketing au pôle développement produit. Les lunettes sont des accessoires de mode. Il nous explique la différence entre le travail de style et le travail du design sur ce type de produit. Il nous présente l'organisation des équipes de conception produit avec le marketing et la communication pour rendre l'intention générale de création du produit lisible et compréhensible pour le client. Aujourd'hui, l'équipe n'a pas vraiment mis en place d'indicateurs de mesure de l'impact du design, mais Hugo admet que depuis quelque temps, le langage formel de la marque est identifié par les clients. Pour lui, dans l'entreprise, le designer fait partie d'un tout, constitué par différents services, et c'est cet ensemble qui participe à la réussite ou à l'échec d'un produit. Il finit l'épisode sur sa vision des marques, de leur engagement et de la prise de risque que peut représenter la différenciation. Je vous laisse découvrir notre échange. Si vous aimez notre podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Merci. Bonjour Hugo, pour commencer ce podcast, je tiens d'abord à te remercier d'avoir accepté d'enregistrer un épisode avec nous. Et comme la tradition le veut, peux-tu commencer par nous présenter ton parcours, s'il te plaît ? Bonjour Annabelle et merci de m'avoir proposé de faire ce podcast. Pas de souci, moi j'ai fait des études en design à Villefontaine, donc un BTS et un DSA Master, et avec la particularité du DSA Master à Villefontaine qui s'est fait en alternance. Et durant cette alternance, j'ai intégré une entreprise qui s'appelait Groupe Logo et qui était un groupe lunetier qui travaillait avec plusieurs marques. Et ma mission au sein de ce groupe, c'était de concevoir des lunettes pour différentes marques, différentes licences. Et à la suite de ça, j'ai eu la chance qu'ils me proposent d'intégrer l'équipe à plein temps à la suite de mes études. Je suis resté 4 ans dans cette entreprise, donc 2 ans d'alternance et 2 ans en tant que designer intégré. Et à un moment, j'avais envie d'un peu sortir des lunettes parce que j'avais fait 4 ans de lunettes. Et voilà, quand on commence ses études, on se dit, bon, j'ai pas envie d'être trop spécialisé trop tôt, j'ai envie aussi de voir plusieurs choses, même si j'avais appris énormément de choses dans cette entreprise. Et j'ai eu une opportunité d'aller travailler pour Decathlon au service design des sports de subaquatiques, donc des sports de plongée bouteille, plongée en apnée, snorkeling, ce qu'on appelle la randonnée palmée, et la chasse sous-marine. Et donc, je suis parti dans le sud-ouest, alors que je suis pas du tout originaire du sud-ouest, je connaissais rien du tout, mais j'avais juste entendu dire que Decathlon, c'était un endroit assez chouette pour s'épanouir en tant que designer et d'apprendre de nouvelles choses. Et donc, j'y suis resté 4 ans. À la suite de ça, ça m'a permis, moi, justement, de sortir un peu des lunettes. Et eux, ça les intéressait parce qu'il y avait aussi ce côté expertise dans les produits de vision, en sachant que voilà, dans les sports subaquatiques, la vision, c'est primordial, avec les masques et toutes les innovations qu'on connaît de Decathlon autour de ça. Et j'ai eu une super opportunité, après, à la suite de ces 4 ans, de revenir dans la région lyonnaise, d'où je suis originaire, pour être designer chez Bollé, qui est une marque de sport, qui fait des casques, masques et lunettes de ski sport, pour un peu renouer avec mes premiers amours, on va dire, du design, qui était la lunette. Et ça combinait, c'était parfait parce que ça combinait lunettes et les équipements sportifs. Donc, ça fait un peu plus de 4 ans que je suis chez Bollé, designer intégré. Que tu peux nous parler de l'évolution du service design. Est-ce que tu es tout seul chez Bollé ? Est-ce que vous êtes plusieurs designers ? Comment ça s'organise entre vous ? Et éventuellement, comment vous travaillez sur un projet ? Et surtout, avec quelle équipe en interne vous travaillez ? Est-ce que vous avez un bureau d'études, un responsable marketing et comment vous faites ? Alors, en fait, la particularité, c'est que quand moi je suis arrivé, le groupe, donc Bollé appartient à un groupe qui s'appelle Bollé Brands, où il y a plusieurs marques. Et ce groupe venait d'être acheté par un fonds d'investissement. Donc, ils voulaient remettre un peu de fraîcheur, on va dire, dans cette marque qui avait un peu tendance à s'essouffler un petit peu. Souvent, quand on parle de Bollé, les gens ils se disent « Ah oui, c'est vrai, j'ai un oncle ou j'ai un papa ou voilà, qui portait des Bollé dans les années 80. » Et il y a eu une grosse période 80-90, début d'année 2000, où Bollé avait une forte reconnaissance et ça s'est un peu essoufflé pour diverses raisons, voilà, des rachats, des changements stratégiques. Et moi, quand je suis arrivé, justement, ils voulaient redonner un peu de souffle à cette marque. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été mis sur la table. Et notamment, leur bureau était à Paris et ils déménageaient les bureaux à Villeurbanne, donc à côté de Lyon.
Et ils voulaient recréer une équipe design, marketing interne. Le design était beaucoup externalisé. Voilà, comme beaucoup d'entreprises qui font ce choix-là d'externaliser le design. Et là, il y avait une volonté un peu de retrouver une équipe design interne pour forcément faciliter la création d'une identité, enfin tous les avantages qu'on connaît à avoir une équipe design en intégré. Pas que design d'ailleurs, un peu aussi côté marketing. Donc moi, je suis arrivé dans ce contexte-là où je travaillais. Il y avait déjà un designer qui était là et qui, lui, était basé aux États-Unis, en Californie. Il était historiquement, il avait travaillé pour le groupe avant que ça soit racheté. Il avait déjà travaillé sur des casques de Bollé. Il était plutôt expert en casque et en masque. Et ils avaient besoin en fait d'un expert plutôt lunettes. Et c'est pour ça que moi je suis arrivé. Donc en fait, il y avait vraiment cette volonté de recréer un peu une équipe interne. Donc le design, comment ça se passe chez Bollé? Donc on est 2 designers. Donc aujourd'hui, c'est plus le designer qui est aux États-Unis qui est en charge des casques et des masques, mais c'est un autre designer qui s'occupe du coup des designs casques et masques. On parle de la partie winter plutôt, même s'il y a aussi les casques de vélo qui sont pas spécialement dédiés au winter. Et donc la partie lunettes, le design dont moi je suis en charge, et c'est toutes les lunettes, donc les lunettes de sport dédiées pour les athlètes et pour les sportifs, les lunettes de soleil qu'on va appeler collection plus lifestyle, même s'il y a quand même une ADN sportive. Et là, depuis 2 ans, on a lancé une gamme de lunettes de vue, parce que c'est des catégories de produits qu'on avait dans le passé il y a fort longtemps, on va dire. Et voilà, vu qu'on avait l'expertise qui se recréait un peu en interne, on s'est dit que c'était aussi une opportunité de retourner un peu sur ce secteur-là. Et comment est-ce qu'on est organisé? Donc on a un pôle de développement produit avec les designers, les chefs de produit et un ingénieur produit qui a une forte expertise sur les lunettes, mais de son parcours professionnel, mais il reste aussi ingénieur, donc il est aussi sollicité sur la partie casque et masque sur des thématiques un peu précises. Il manage aussi un peu l'innovation du groupe. Et ensuite, dans l'équipe Bollé, il y a la deuxième partie qui est marketing, communication, on va dire, qui s'occupe de mettre en avant les produits, comment est-ce qu'on communique dessus, comment est-ce qu'on les présente, etc. Tu nous disais que l'ADN de Bollé, c'est plutôt le sport quand même, enfin à l'origine. Comment vous arrivez à différencier vos produits de la concurrence, puisqu'on est sur des produits lunettes. La lunette, ça fait partie aussi des accessoires de mode. Quand on parle de lunetterie, on a souvent tendance à parler plus de style et pas de design. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour toi en tous les cas, en quoi consiste le travail d'un designer par rapport au travail d'un styliste? Ou est-ce que les 2 sont associés, mais que simplement, le style est une partie du travail, mais que le travail du designer est beaucoup plus large? Comment tu vois les choses? Alors, en fait, ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve hyper intéressant sur la lunette, c'est que, en tout cas, là, chez Bollé, c'est qu'il y a vraiment un spectre qui est hyper large. Quand on parle, par exemple, de lunettes de sport qui sont dédiées pour les sportifs, on est évidemment qu'il y a une notion de style parce que c'est comme tous les sportifs qui vont s'acheter une paire de chaussures ou un équipement sportif, il y a quand même une notion de ah bah est-ce que je vais avoir l'air stylé avec, est-ce que ça va matcher avec tout mon équipement? Donc il y a une notion de style, mais à la base, c'est un équipement sportif. Ce qui va faire vendre ce produit, ça va quand même être est-ce que ça répond aux besoins du sportif en termes de qualité, en termes de technicité, en termes de fonctionnalité. Donc là, on est vraiment purement sur les besoins utilisateurs. C'est typiquement la partie que je traitais énormément chez Decathlon, vu que Decathlon est connu pour ça, qui est on va identifier les besoins utilisateurs et on va répondre au mieux à ces besoins-là. Sur cette partie-là, de sport performance, on répond à des besoins d'un utilisateur et d'un sportif, que ce soit dans les sports d'eau, parce que les besoins ne sont pas les mêmes dans les sports aquatiques ou d'un mec qui fait du kitesurf ou qui va faire du paddle ou quelqu'un qui va faire de la randonnée alpinisme ou des choses comme ça. Donc on est vraiment sur des besoins qui sont totalement différents. Et évidemment qu'il y a une notion de style qui rentre en jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'autant plus, on se rend compte que il y a les athlètes qui vont porter tel ou tel modèle et qui ont un charisme, et forcément, ils vont être sensibles au style. Donc ça, on en est conscient aussi. Mais la première donnée d'entrée sur ces types de montures-là, c'est quand même la fonctionnalité et la réponse à un besoin utilisateur. Ensuite, sur la partie lifestyle, ce qui est un peu plus complexe, c'est qu'on va essayer de garder cette identité sport qui nous est propre, mais là, on a quand même la donnée style qui est un peu plus présente. Et dans la lunette, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on n'est pas ce qu'on appelle des créateurs. Dans la lunette, il y a ce qu'on appelle les lunetiers créateurs, où vraiment, ça va être là, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est le stylisme, et c'est vraiment la lunette comme produit de mode, comme font les créateurs de mode avec leur collection. C'est limite une pièce d'art, donc on va essayer de créer des nouvelles choses, de créer des nouvelles matières, d'inspirer en fait tout le secteur de la lunetterie. Nous, on est très très loin de ça parce que c'est pas notre cœur de métier et on reste quand même sur des choses qui sont, même s'il y a du style, on se rend compte que le style dans la lunette, comme peut être dans les chaussures ou dans les vêtements,
on porte à peu près tous les mêmes choses, sauf si vraiment quelqu'un veut se différencier, ou il va aller chercher des pièces ou des marques qui sont très très différentes pour se différencier. Mais sinon, dans la globalité, on reste comme sur du vêtement, on peut rester sur des mêmes coupes ou sur des mêmes formes de vêtements. Là, sur la lunette, on va rester pareil, sur des choses qui sont assez normées, on va dire. Et du coup, le style, en fait, moi, je dirais qu'il est un peu secondaire parce que l'entrée principale de la lunette, ça va être le confort. Faut pas oublier que la lunette, surtout dans l'optique, c'est un objet médical. Donc, on est sur du confort. Donc, tout le design va s'articuler autour du confort, de la morphologie, de la cible qu'on identifie. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Parce que forcément, les données morphologiques sont pas les mêmes du visage. Et ensuite, bah voilà, c'est des produits qu'on va porter pour les lunettes optiques ou même solaires qu'on va porter assez longtemps. Donc, l'entrée confort morphologie, c'est la première entrée de notre conception. Après, on va travailler autour de ça et on va se dire, bah voilà, qui est-ce qu'on veut cibler? Est-ce que c'est plutôt des jeunes? Est-ce que c'est plutôt des moins jeunes? Et enfin, voilà, la cible tranche d'âge va jouer aussi parce que forcément, l'engagement qu'on est prêt à mettre dans le style n'est pas le même. Donc, c'est un peu on essaye de jongler un peu entre ça, mais la donnée principale, ça reste le confort, autant dans les montures performance dédiées aux sportifs que dans les montures lifestyle. On commence le projet par le confort. Tu parles de confort, tu parles de style. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quels sont les outils que tu utilises le plus dans tes projets? Est-ce que ça va être plutôt des outils qui vont être beaucoup centrés sur l'analyse justement de la cible, les personas, tout ça? Est-ce que ça va être plutôt des mood boards, matériaux, couleurs? Ou est-ce que ça va être aussi des échantillons par rapport aux matières? Ou est-ce que très rapidement, tu passes à de la maquette 3D avec des tests consommateurs? Quels sont pour toi les outils les plus importants dans ton travail? Alors, moi, je dirais que ça dépend un petit peu justement de mon projet, que mes outils, je les adapte vraiment aux projets sur lesquels je travaille. Une fois qu'on a identifié avec le chef de produit le type de projet qu'on veut faire en fonction de la cible qu'on veut atteindre et qu'on connaît à peu près justement les attentes de cette cible-là, moi, très vite, en fait, la première étape, paradoxalement par rapport à ce que je t'ai dit, ça va être du style. C'est-à-dire, ça va être, bah voilà, c'est quoi le type de forme qui va répondre à cette cible-là? Dans quel univers, en fait, on va s'ancrer? Parce que, enfin, c'est très schématique, mais si tu prends une lunette ronde ou une lunette carrée, tu vas pas dire la même chose exactement. Ça va pas être le même type de personne qui va être sensible à ça. Donc, en fait, très vite, moi, j'essaye de figer un style qui déjà commence à projeter les gens un petit peu dans à quoi ça va ressembler ce projet-là. Et une fois qu'on est à peu près d'accord, même si il y a que 10% de la conception qui est validée, je passe très vite sur une étape de 3D. Mon outil principal, ça va être la 3D, et c'est ce qu'un peu l'enseignement que j'ai eu chez Decathlon, on faisait ce qu'on appelait des prototypes monstres pour valider. Et moi, en fait, ça, j'en ai besoin, et je fais énormément d'itérations avec des 3D qui sont mais très très moches, très très rapidement faites, mais déjà pour valider en fait une sorte de choses un peu brutes, mais au moins où toutes les proportions sont plus ou moins là, où le confort est validé en fait, où ça pose bien sur les personnes, où il n'y a pas de zone d'inconfort. Et une fois que j'ai un peu ces proportions-là et que j'ai un peu ce gros volume général avec les formes que j'avais un peu imaginées quand même, là, une fois que ça c'est validé, là je passe dans un gros travail stylistique qui est de travailler les surfaces, de travailler les formes, de travailler l'identité de la marque, tout ça. Mais avant, en fait, moi, ça n'a pas de sens de travailler ça avant parce qu'en fait, c'est un peu le piège. C'est que des fois, il y a des très très bons designers produits, mais on en voit, hein, on voit des projets lunettes qui sont juste au niveau du design produit, stylistiquement parlant, sont exceptionnels, où il y a des travails de surface qui sont très très bien exécutés, etc. Mais sauf on met la lunette et c'est une horreur. Parce que c'est des très bons designers produits, mais c'est des très mauvais designers lunettes. Et l'idée, c'est d'arriver à trouver justement le bon compromis et d'actionner les bons leviers au bon moment sur, bah voilà, je suis un designer lunettes, donc j'ai quand même des choses morphologiques et des contraintes de confort à respecter. Mais à un moment, voilà, je suis aussi designer produit et il va falloir que donner forme et travailler dans le détail les surfaces, les finitions, les détails de ce projet-là pour qu'il ait vraiment une identité propre et qu'il soit ancré dans la modernité, on va dire, des projets qu'on voit et des produits qu'on voit sur le marché. OK, et comment tu travailles, avec le marketing et la communication? Puisque donc, vous avez des produits pour des marchés différents, donc pour des circuits de distribution différents, avec, la notion de conseil et d'accompagnement. Comme tu disais tout à l'heure, bah, la lunette d'optique, c'est du médical, la lunette de sport, pas forcément. Donc, comment, tu arrives à travailler avec les différents outils, avec tes collaborateurs marketing et communication? Alors, ce qui est intéressant chez Bollé, c'est que le marketing arrive plutôt, je dirais pas tard, mais après la conception produit.
C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre l'exemple de mon premier travail dans l'entreprise qui s'appelait Groupe Logo, où j'étais aussi designer lunettes, le marketing était en amont. C'est-à-dire que c'était le marketing qui décidait, qui créait le brief, qui disait, bah voilà, c'est ça l'opportunité marché par rapport au retour du commerce qu'on a, là où vers la marque, où est-ce qu'on veut l'amener. Et là, c'est un peu inversé. C'est-à-dire que la conception de produit, c'est la première chose qu'on va déployer. Et ensuite, le marketing va plutôt être là pour se dire, OK, d'accord, on a... alors, évidemment, on les sollicite, ils sont intégrés à chaque gros jalon, mais ils arrivent plutôt après pour se dire, d'accord, il y a ce projet-là qui sort, comment on parle dessus, quels sont les mots qu'on utilise, qu'est-ce que tu as voulu dire et quelles sont les technologies qu'on va pouvoir mettre en avant pour mettre en avant ce produit-là. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout dans le marketing. Je pense que le mot marketing est de moins en moins à la mode parce qu'on a l'impression qu'on nous vend quelque chose qui n'est pas vrai. On nous vend du rêve, on utilise des mots qui sont totalement déconnectés par rapport à la réalité. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un très très bon compromis ils reviennent souvent vers nous, vers l'équipe de conception pour dire, bah, c'est quoi l'histoire que vous avez voulu raconter à travers ça? Le positionnement, que ce soit un positionnement de prix. Et des fois, l'histoire, c'est juste le prix, hein. C'est juste, bah voilà, on a voulu être très agressif sur du prix et c'est parce qu'on est moins cher que le concurrent, bah ça, c'est déjà, c'est un argument, quoi. Et des fois, c'est pas ça, justement, et c'est bah, une technologie, qu'est-ce qu'on a voulu faire. Je les trouve très très honnêtes dans leur démarche, qui est justement de creuser et de s'intéresser beaucoup à notre design et beaucoup à notre conception produit, que ce soit le designer, mais même quand je dis design, j'englobe les chefs de produit aussi et l'ingénieur, qui est de s'intéresser à qu'est-ce qu'on a voulu raconter. Dans le détail, bah voilà, c'est quoi le style que tu as voulu donner dedans, sur très très demandeur, sur quoi on va pouvoir se raccrocher et qui est réel et qui est vraiment tiré de ce que vous avez voulu dire avec le produit pour raconter ce produit-là. Donc pour le coup, je trouve que c'est assez bien équilibré chez Bollé par rapport à ça. Euh, voilà. Très bien. J'ai totalement oublié la deuxième partie de la question. Non, non, mais c'était marketing et communication, mais tu as répondu sur le marketing. Donc, je suppose que si le marketing est très intéressé sur l'histoire à raconter par rapport à ce que les designers ont voulu faire, la communication doit faire de même et arriver ensuite à s'appuyer sur l'histoire du produit pour travailler les supports de com. Ouais, exactement. Ouais. Et ma dernière question pour finir cet épisode, est-ce que vous arrivez à mesurer les apports du design? Est-ce que vous arrivez à mesurer la création de valeur, le développement du business? Est-ce que cette part du design, vous avez des indicateurs peut-être sur lesquels vous vous appuyez ou pas du tout? Peut-être la proximité du réseau de distribution aussi, qui vous permet d'avoir un retour sur la création de valeur apportée par vous deux designers. Alors, en termes de design pur, je trouve que c'est très très compliqué de quantifier l'apport, enfin de dire bon bah voilà, on a 2 designers intégrés, ça nous rapporte plus. Enfin si je suis très très schématique, ça nous rapporte plus que si on n'avait pas de designer et qu'on prenait soit des produits sur étagère directement dans les usines ou qu'on avait des designers externes. Ça, je trouve que c'est extrêmement difficile à quantifier. Par contre, je dirais que les indicateurs qu'on peut avoir, qui sont plus des retours qu'on a. Moi, je sais qu'il y a des fois des retours où on nous dit ah bah on sent que depuis les 3-4 dernières années, il y a une identité produit chez Bollé qui commence à se construire. Donc ça, c'est des bons retours qu'on a, de se dire ah d'accord, bon bah ça se voit que du coup il y a une sorte de ce qu'on appelle le design langage. Voilà, le design langage, il commence à être compris. On commence à avoir posé des choses en termes de style, en termes d'esthétique qui sont propres à notre marque et qu'on avait un peu perdu avant. Et ça, du coup, c'est vraiment un retour qui, pour moi, dit bon, bah voilà, on arrive à construire un peu l'identité de la marque. Par contre, après, c'est sûr que de quantifier, de dire bah voilà, on gagne plus d'argent parce qu'on a des designers intégrés et qu'on a des beaux designs, entre guillemets, qu'avant, ça, je trouve ça hyper complexe parce qu'en fait, c'est pas que lié au design. Et heureusement que c'est pas que lié au design, mais comme ce n'est pas que lié au marketing, comme ce n'est pas que lié au commercial. On fait partie, pour moi, on est un maillon d'une chaîne et il faut que tous les maillons soient solides pour qu'un produit soit un succès commercial ou même en termes d'image. S'il y en a un qui est un peu faible, le risque, c'est qu'on se rejette un peu la faute. C'est-à-dire, c'est un peu le cliché qu'on a en tête, c'est le commercial qui n'arrive pas à vendre et qui va dire oui, bah, j'arrive pas à le vendre parce que le produit, il est moche ou qu'il n'est pas bien placé en termes de prix. Mais sauf qu'en fait, c'est un enchaînement de bonnes décisions et de bon travail, on va dire, de chacun qui fait qu'on arrive à quantifier ça. Donc pour moi, le design, il fait partie d'un global, mais il n'est pas du tout... ça serait, je pense, très égocentrique de penser que le designer, un bon design va complètement révolutionner l'entreprise comme un mauvais design va le plomber. Je pense qu'il y a beaucoup plus de facteurs que ça. Et il faut être très humble par rapport à ça, par rapport au fait qu'on ne fait pas
le succès d'une entreprise, on y participe, mais on n'est pas responsable du succès entier de l'entreprise. Par contre, ce que je retiens de ce que tu viens de nous dire, c'est que depuis que vous êtes là, il semble que la marque ait une cohérence et une image qui s'ancre sur le marché. Et en ça, je crois que le design est vraiment un apport de valeur sur la cohérence de marque. Ouais, carrément, parce que je pense que d'autant plus, il y a de plus en plus de marques qui se créent, il y a de plus en plus compliqué en fait de faire sa place sur un marché qui est pas que dans la lunette, hein, dans plein de domaines différents. Et du coup, l'identité d'une marque, les marques qu'on retient, c'est des marques qui ont des identités qui sont très très affirmées, des fois parfois clivantes, c'est-à-dire qu'on se dit bah cette marque je l'aime, et il y en a d'autres qui vont dire ah celle-là je la déteste. Et en fait, c'est hyper compliqué parce que c'est une prise de risque, c'est-à-dire d'accepter le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est une prise de risque. Mais pour moi, mais c'est peut-être une opinion personnelle, mais c'est la clé du succès. Les marques qui plaisent à tout le monde, en fait, c'est les marques dont on ne se souvient pas. Et c'est pour ça que des fois, il faut accepter d'être un peu plus drastique sur les décisions, de dire, bah voilà, ça c'est nous, là on va pas y aller, là on y va à fond, mais sauf que c'est une prise de risque. Quand on est un investisseur ou quelqu'un qui met de l'argent, on a envie de toucher le plus large public possible. Il faut essayer de prendre du recul avec ça et de se dire, bah, c'est mieux d'avoir une cible qui est très très claire et très identifiée et qui va défendre la marque bec et ongle, plutôt que de plaire à tout le monde, mais bon, de pas susciter vraiment d'émotions par rapport à ça. Donc nous, on essaye de tendre un peu vers ça, mais c'est pas toujours évident, forcément. Il n'y a pas que notre volonté en tant que designer ou en tant que concepteur produit qui rentre en compte, quoi. Il y a aussi des données qui sont au-delà de nos spectres de compétences. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour avoir accepté de participer à notre épisode sur le podcast du design intégré. Eh ben, merci à toi, Nabel.